L'atelier politique avec Frédéric Rivière. Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. Le propos de cette émission est de ne pas s'arrêter à l'actualité immédiate, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive et pourrait nous arriver. Ce soir, nous sommes avec Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été, entre autres, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, puis ministre de l'éducation nationale. Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Vos propos ne feront donc l'objet d'aucun montage. Nous sommes ensemble pour environ 3/4 d'heure et vous allez donc avoir du temps pour développer vos idées. Cette émission s'appelle l'atelier politique et j'aimerais donc vous demander, comme je le fais à chacun de mes invités, Najat Vallaud-Belkacem, quel est votre outil préféré ? Je dirais un micro. Parce que... J'aime bien aussi. Non, mais c'est vrai parce qu'il mêle le sérieux, le professionnel et en même temps le ludique, parce que je suis quelqu'un qui adore chanter, qui adore faire du karaoké avec des amis. Donc finalement, le micro me va bien. Vous êtes né au Maroc, dans un village du nord-est du pays, dans une région qu'on appelle le Rif, pas très loin de la frontière algérienne, pas très loin de l'Europe non plus. Vous y avez passé les 5 premières années de votre petite enfance, jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près. Vous en avez des souvenirs ? Oui, en tout cas, j'ai beaucoup de souvenirs qui sont restés gravés en moi du moment du départ. Parce que ça a été une déchirure quand même de laisser derrière soi les grands-parents, la famille, les racines, la terre, et puis de partir à l'inconnu, même si c'était en même temps excitant, bien sûr, de rejoindre à l'époque mon père qui s'était installé en France quelques années auparavant. Mais bon, à la fois, on en avait rêvé de cette terre inconnue qu'était la France qu'on s'apprêtait à rejoindre. Et en même temps, on savait qu'on fermait déjà le livre de la première partie de notre vie. Vous l'avez dit, votre père, lui, était déjà en France depuis quelque temps. Ça veut dire que dans les premières années de votre vie, de votre petite enfance, vous avez très peu vu votre père ? Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs une expérience assez commune, je pense, en tout cas, que j'ai vu beaucoup d'enfants autour de moi vivant dans les mêmes conditions faire. C'est-à-dire que le père part en avance d'une certaine façon pour s'installer, pour travailler, pour sécuriser la situation. Sécuriser la situation et puis envoyer des transferts d'argent à sa famille restée sur place. Et puis quand les choses sont propices, eh bien, il organise ce qu'on appelait à l'époque le regroupement familial. Donc du coup, je suis une enfant du regroupement familial dont il est encore souvent question aujourd'hui. Mais vous avez raison, ça veut dire que pendant les premières années de notre vie, ma sœur aînée et moi-même, puisque nous étions 2 à ce moment-là, nous avons très peu connu notre père. Et vous arrivez donc en France en 1982. Vous me dites que vous vous souvenez du départ et l'arrivée. Il y a des souvenirs marquants pour vous de cette arrivée en France ? Oui, d'abord c'est un trajet qui se fait donc en bateau, enfin pour partir en voiture puis en bateau. Puis nous arrivons ici en France et nous sommes... plongé dans un univers qui est aux antipodes en fait de ce que nous avons connu pendant notre prime enfance, de bruit, de couleurs, de circulation automobile. Il faut vous imaginer, nous vivions dans un petit village donc du Rif, dans lequel on voyait difficilement passer plus qu'une voiture tous les 15 jours, sauf cas d'urgence absolue. Je veux dire, je rappelle souvent que les femmes accouchaient à domicile. Donc, vous voyez, la mobilité, elle était quand même très, très restreinte. Et donc là, on se retrouve dans une ville bondée. On commence par Marseille, puis on remonte vers le nord, puisque l'idée, c'était de s'installer en Picardie, plus précisément dans une commune du nom de Abbeville, avant de rejoindre quelques temps plus tard Amiens. Donc oui, tout est nouveau. C'est une nouvelle vie qui commence pour vous en fait à ce moment-là, parce que d'une part vous quittez un pays pour un autre, et puis il y a aussi ruralité, urbanité, la ruralité, la ville, et puis vous étiez une famille éclatée de fait, et là vous devenez une famille qui est réunie. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est intéressant cette notion de famille éclatée parce que c'est presque une notion un peu occidentale parce que d'une certaine façon, moi à l'époque, certes nous retrouvons mon père, mais j'ai plutôt l'impression que la famille au sens large, elle était là où on l'a laissée parce qu'en fait en partant, nous nous atomisons. Et donc nous sommes, et pour longtemps, parce que nous ne reviendrons pas au Maroc en vacances, et je crois que nous en avions conscience à ce moment-là, avant 10 ans au moins. Donc ça veut dire que pour longtemps, nous ne verrions plus nos grands-parents notamment. Donc oui, il y a un sentiment d'isolement à ce moment-là plutôt qu'autre chose.
Quelle éducation avez-vous reçue? Qu'est-ce que vous ont transmis vos parents? Une éducation assez stricte, soyons clairs. Alors, je suis d'une fratrie de 7 enfants, donc comme je le disais, nous avons commencé à 2 avec ma sœur aînée. Nous sommes assez proches en âge. Et puis, il a fallu attendre 7 ans pour que les suivants nous rejoignent. Et donc, en tout, je le disais, nous sommes 7, 5 filles, 2 garçons. Les aînés, c'est-à-dire les 3 premières de cette famille et de cette fratrie, sont des filles. Voilà. Ce qui a installé chez nous un mode de gestion des enfants calé sur ce que l'on fait généralement dans ce type de famille, culturellement, avec les filles. C'est-à-dire une forme de rigidité, pas de sortie, pas de l'école, enfin voilà, les corvées à domicile, évidemment, etc., etc. Et donc, finalement, pendant longtemps, j'ai évolué d'abord et avant tout dans l'univers familial proche, plus scolaire, rien d'autre. Je voyais bien que mes amis de l'école pouvaient parfois avoir des loisirs, des sorties, que je n'approchais que de très loin parce que c'était hors de question. Parce que finalement, mes parents étaient venus là aussi avec un objectif très précis en tête, qui nous a bien été expliqué, je crois, dès l'enfance. C'était une forme de sacrifice pour eux, c'était évident d'avoir laissé tout derrière soi. Ils ne se sentaient pas forcément toujours les bienvenus dans ce pays d'accueil. Ils étaient venus avec l'idée du retour, comme beaucoup, ou non? Ils étaient venus Je pense que toutes ces familles-là, dans les années 70-80, sont venues avec l'idée du retour, et puis que cette idée-là s'est émoussée au fur et à mesure du temps, parce que les enfants ont grandi, parce que finalement, c'était très difficile de faire marche arrière, d'une certaine façon, parce que eux-mêmes, quoi qu'on en dise, de cette génération-là, avaient pris d'autres habitudes, d'autres plis qu'il allait être compliqué de remettre sous le tapis une fois de retour au pays. Bref, en tout cas, mes parents nous ont toujours expliqué que ce sacrifice, ils l'avaient fait pour nous, ou en pensant à nous, et que nous devions d'une certaine façon nous montrer à la hauteur en réussissant scolairement, en nous focalisant totalement sur cet objectif-là, en ne créant surtout pas de vagues. J'ai entendu ça 1000 fois dans mon enfance. Moi, j'ai un peu grandi. Ça a d'ailleurs installé aussi une forme de timidité chez moi, parce que forcément, ça laisse des traces, avec l'idée qu'il fallait, en effet, presque raser les murs, quoi, ne pas se faire remarquer, se fondre dans la masse, dans le moule. Un impératif de discrétion. Un impératif de discrétion, doublé de quelque chose qui peut paraître contradictoire a priori, mais qui ne l'est pas forcément, de ce que je qualifierais d'une urgence à réussir. Donc, à la fois être discrète, mais en même temps être très focalisée sur le fait qu'il fallait vite monter en grade, en quelque sorte. Voilà. Dans un portrait qui vous était consacré dans Libération, c'est pas tout jeune, hein, c'était en 2012, le journal vous prête ses propos. Vous disiez donc à la maison, l'éducation était stricte. Heureusement, chez nous, l'aînée était une fille. C'est très important. Vous pensez que si vous aviez eu un grand frère plutôt qu'une grande sœur, votre vie aurait été différente? C'est marrant de vous entendre me citer ainsi. Je trouve mon propos très sévère. Comme quoi, l'âge venant... Non, mais l'âge venant et la maturité... La question sur grand frère, grande sœur, c'est moi, hein, c'est pas vous qui parlez de ça. Hein, que les choses oui, soient non, claires, non, mais ce que je veux dire... Vous disiez que c'était très important d'avoir eu une grande sœur. La raison pour laquelle je le disais, et je continue à penser que c'est important en effet, c'est que précisément, avec le recul... même si parfois j'en ai souffert, je trouve que l'éducation stricte qui nous a été donnée a été une bénédiction, en fait, avec le recul. Et qu'avec le recul, je crois que si l'aîné chez nous avait été un garçon, ça n'aurait pas été le même type de rigidité pour lui. En revanche, ça l'aurait été pour moi qui suivais, ce qui aurait installé chez moi un sentiment de frustration. Et de jalousie et d'incompréhension, j'en aurais voulu à mes parents, etc. Et c'est tout ce genre de choses-là dont on a été un peu préservés pour la raison que je vous disais, que nous étions finalement les 3 premières des 3 filles. Et de fait, lorsque mon frère est arrivé,
Donc, en tant que quatrième enfant, j'ai bien vu que c'était pas le même type de rigidité pour lui. Donc, voilà, c'est la culture de ces familles-là. On est souvent de moins en moins sévère à mesure que les enfants, à mesure qu'on en a. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Dans ce même portrait, vous disiez, Najat Vallaud-Belkacem, que votre mère était protectrice, affectueuse, soucieuse de la réussite de ses enfants, de leur autonomie économique et intellectuelle. Et en même temps, vous ajoutiez, c'est douloureux à dire, mais elle était l'image de ce que nous ne devions pas devenir. Ça devait être dur, cette espèce de dualité. Bien sûr. En même temps, elle-même se présentait comme ça. Donc, d'une certaine façon, c'est pas du tout lui faire injure que de raconter cela. Attention, hein, moi j'adore ma mère. Mais c'est clair que c'était tellement évident qu'elle souffrait de ne pas avoir eu d'éducation, elle qui est d'une curiosité toujours aujourd'hui, d'une curiosité vraiment à toute épreuve, toujours partante pour apprendre de nouvelles choses. Enfin, c'est vraiment, quand j'y pense, vous voyez, ça m'émeut encore aujourd'hui. Je me dis, elle aurait fait une élève, mais excellente, mais elle n'a jamais eu accès à cette éducation. Elle souffrait de ne pas avoir d'indépendance financière et donc du coup d'être toujours d'une façon ou d'une autre soumise à quelqu'un d'autre. Et donc oui, très jeune, parce que ses premiers enfants ont été des filles, elle nous a élevés dans cette idée qu'il fallait absolument s'en sortir par nous-mêmes, ne compter sur personne d'autre. Voilà, et ça a énormément compté dans notre vie. Vous avez aujourd'hui encore vos deux parents, votre mère et votre père ? Ma mère, oui. Mon père est parti. Comment votre mère et peut-être votre père était-il encore en vie quand vous êtes devenu ministre, ministre des droits des femmes, puis ministre de l'Éducation? Comment ont-ils réagi? Beaucoup de fierté. Alors, c'est marrant parce que on imagine qu'il n'y a que de la fierté. En fait, non. Des parents aimants, il n'y a pas que de la fierté. Il y a énormément d'angoisse. Je me demande si l'angoisse l'a pas parfois emporté parce qu'ils étaient quand même bien conscients, même si la politique n'était pas forcément leur monde immédiat, comme vous l'avez compris, mais ils étaient bien conscients que c'était un monde dur, que c'était devenu un monde d'exposition médiatique permanent, de coups bas, et donc, et puis aussi un monde extrêmement chronophage. Et je me souviens notamment des propos répétés de ma mère sur le fait qu'il fallait que je trouve le temps de conserver de l'attention à mes enfants, pour mes enfants, qui étaient en bas âge à ce moment-là. Et voilà, elle avait évidemment raison. Voilà. Votre carrière politique a commencé à Lyon avec Gérard Collomb. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, même si à un moment vos chemins politiques se sont séparés. C'est un peu le moins qu'on puisse dire. Oui, ça m'a fait une peine infinie quand il nous a quittés récemment. Ça fera un an. Ça fera un an 23 bientôt, novembre, je crois. Enfin, absolument. Parce que c'était un grand homme, honnêtement. Enfin, vraiment, j'ai eu énormément. Un hommage assez vibrant. Oui, mais j'ai eu énormément d'affection pour lui. Vous avez raison de dire que sur la fin, ses choix politiques, je ne les comprenais plus trop et on s'était clairement éloignés. Inutile d'y revenir ici. Mais j'ai le souvenir vraiment d'un bâtisseur, d'un visionnaire, d'un homme qui a adoré sa ville, mais vraiment comme j'ai rarement vu un maire aimer sa cité, qui l'a transformée, qui ne prenait jamais de repos, dont toute l'énergie était focalisée sur l'amélioration des conditions de vie des habitants de cette ville, qui avait fini par le choisir. Vous savez qu'il avait mis longtemps avant d'être élu à la tête de Lyon. Et puis, à titre personnel, quelqu'un qui m'a donné ma chance. Moi, j'oublie pas ce genre de choses. Moi, j'étais toute jeune. Bien sûr que ça compte. Je venais de terminer mes études à Sciences Po. A priori, je travaillais dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et c'était normalement là que je devais poursuivre. Et puis il m'a fait cette proposition de l'accompagner dans cette ville de Lyon qu'il venait de remporter haut la main. Au début des années 2000, et donc j'ai décidé de tenter le tout pour le tout, et j'ai tout découvert de la politique avec lui, à ses côtés, et franchement,
J'aime la politique, même si c'est devenu quelque chose de très compliqué, mais il m'a permis de vivre des expériences totalement exaltantes que je n'aurais pas vécues sans cette rencontre. On reviendra un peu plus tard dans l'émission sur des propos qu'il a pu tenir, notamment quand il a quitté le ministère de l'Intérieur. D'un mot, j'ai lu que vous aviez à un moment donné pensé à devenir journaliste, ce qui explique peut-être d'ailleurs votre intérêt pour le micro. C'est vrai, vous avez hésité? Oui. Non, je pense vraiment que j'aurais fait ça. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde d'une certaine façon. Ouais. C'est la façon dont le monde tourne, fonctionne, dysfonctionne souvent. Donc, soit on le prend par le flanc action, soit on le prend par le flanc exposition. On le raconte, ce monde. Et donc, oui, raconter le monde. Quand j'étais jeune, si vous m'aviez demandé mes vocations évidentes, je vous aurais répondu soit romancière, soit journaliste. Et puis finalement, c'est le flanc action qui l'a emporté. Donc je me suis engagée en politique, ou dans les ONG d'ailleurs, parce que c'est aussi de l'action. Mais oui, je pense que vous jouez un rôle absolument immense, dont on a d'ailleurs de plus en plus besoin à mesure que fake news, désinformation, intelligence artificielle, mal utilisée, etc., progressent. Et donc, encore aujourd'hui, je ne m'interdis pas peut-être un jour de jouer un rôle comme celui-là. Comme Roselyne Bachelot? Non, quand je dis journaliste, je dis vraiment journaliste. Journaliste, d'accord. Je ne dis pas commentateur. Oui. Ni éditorialiste, quoi. Enfin, non. C'est-à-dire éclairer les gens, leur donner de l'information, des données qui les aident à comprendre ce qui se passe. Parce que, vraiment, je crois qu'on baigne dans un énorme confusionnisme lié notamment à une espèce d'obésité informationnelle. C'est-à-dire qu'on a, avec ces petits appareils, accès à tellement de données qu'on ne sait plus les hiérarchiser, les trier, les prioriser. Et je crois que le rôle du journaliste, c'est ça, c'est d'abord de les hiérarchiser et puis ensuite d'aller creuser pour ne pas se contenter du tout venant et de vous offrir une information de qualité. On va en venir, Najat Vallaud-Belkacem, à votre regard sur la France d'aujourd'hui, la France maintenant. Je le dis toujours, cette émission ne cherche pas à s'arrêter ou à ce qu'on pourrait appeler l'écume, à l'actualité la plus immédiate. Mais enfin, on va s'intéresser quand même à ce qui s'est passé un peu ces derniers jours, puisque c'est Michel Barnier qui a été nommé Premier ministre. 52% des Français sont satisfaits de ce choix, selon un sondage IFOP. Est-ce que vous êtes dans les 48% qui ne le sont pas? C'est étrange ces sondages parce qu'on entend dire tout et son contraire. Moi, j'en avais vu un autre qui disait précisément qu'ils étaient mécontents, mais bon, peu importe. Non, moi je pense que Emmanuel Macron n'a absolument pas respecté ni la règle institutionnelle, ni la vérité des urnes, ni même, j'allais dire, la contrainte qu'il s'était fixée à lui-même, puisque c'est lui qui a décidé de cette dissolution. À un moment donné, vous ne pouvez pas juste ouvrir la partie, puis ensuite remettre en cause toutes les règles du jeu. Et là, c'est vraiment ce qu'il a fait. Et donc, pour moi, l'évidence aurait été, au sortir de cette dissolution, constatant que la force majoritaire, bien que relative, était le nouveau Front populaire, de désigner le candidat ou la candidate du nouveau Front populaire. Point. Après que cette dernière se fasse censurer parce que ça aurait été la réalité parlementaire, pourquoi pas, mais le président de la République n'a pas à décider à la place du Parlement de ce qui adviendra du gouvernement formé. Ouais. Du strict point de vue de la Constitution, il est libre de choisir le Premier ministre qu'il veut. Ça, c'est pas contestable du point de vue constitutionnel. Oui, mais là, on est vraiment sur une réalité démocratique, encore une fois, d'une situation qu'il a créée. Et donc, bien sûr que la Constitution est toujours sujette à interprétation, mais politiquement et démocratiquement, vous voyez bien que ça dérange cette façon de faire en chambre du président de la République. Et d'ailleurs, c'est très intéressant puisqu'on est sur une radio internationale. Moi, j'aime beaucoup lire les analyses de la presse internationale qui, parce qu'elles sont un peu distanciées, généralement arrivent à y voir clair au-delà de l'écume des choses.
Et franchement, la presse internationale est unanimement critique et lucide sur le fait que ça n'est pas normal, ce qui vient de se passer. Quelles que soient les qualités de Michel Barnier, que souvent certains lui reconnaissent, notamment pour le rôle qu'il a joué dans le cadre du Brexit. Mais ça n'est pas normal que le président de la République s'octroie la possibilité, comme il l'a fait, de remettre en cause la voix des urnes. Vous étiez ministre de l'Éducation nationale lorsque Bernard Cazeneuve est devenu Premier ministre et il vous a confirmé dans vos fonctions à l'époque. Son nom a circulé. Il était manifestement, à un moment donné, pressenti pour devenir Premier ministre. Est-ce que vous regrettez qu'il ne le soit pas devenu ? Mais je pense que la raison pour laquelle il ne l'est pas devenu, contrairement au récit souvent retrouvé dans les médias... Le récit étant que c'est le Parti socialiste qui lui a fait obstruction. Donc la raison pour laquelle il ne l'est pas devenu, c'est que Emmanuel Macron ne voulait pas de lui. Il ne l'est pas devenu parce que dans la conversation qu'ils ont eue, Bernard Cazeneuve a indiqué quel allait être son programme d'action, parce qu'en fait, on nomme un chef de gouvernement pour qu'il agisse, et que ce programme d'action consistait notamment à remettre en cause des réformes qui étaient extrêmement chères à Emmanuel Macron, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage notamment, et que Emmanuel Macron n'en voulait pas. Et je veux dire, on pourrait peut-être maintenant passer à autre chose, parce que tout le reste, c'est du blabla. Donc, à un moment donné, comprenons que le choix de Michel Barnier, c'est un coup de pied d'Emmanuel Macron dans la vérité démocratique des urnes et un refus total de sa part de rendre le pouvoir. Or, ce qu'a dit l'élection législative de juillet dernier, c'est un rejet. C'était à la fois un front républicain contre le Rassemblement national et un rejet de la Macronie et de sa politique. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron vous répond exactement par le contraire de ce que les urnes lui demandaient. 1, il continue la politique macronienne, puisqu'il refuse qu'elle soit remise en cause donc par la gauche. Et 2, il donne un poids considérable au Rassemblement national, puisque lui-même indique qu'il a choisi Michel Barnier parce que c'était l'un des seuls à être accepté par le Rassemblement national. En faisant donc de Michel Barnier l'otage du Rassemblement national. Mais c'est quand même extraordinaire quand on y pense. Rien que de vous en parler, vraiment, l'irritation monte chez moi parce que il faut se rendre compte du scandale absolu que c'est. Donc arrêtons de nous raconter des fadaises au sujet du Parti socialiste ou que sais-je. Ce que ces élections législatives, donc après la dissolution, ont montré, c'est quand même une France totalement morcelée, totalement fracturée. À quoi cela tient-il, selon vous ? Quelles sont les causes, les raisons de cette fracturation de la société française ? Je vous ai dit tout à l'heure l'importance que j'accordais au récit quand on parlait du métier de journaliste. Vous me direz, le récit, il n'est pas porté que par les journalistes, il est porté par des observateurs divers et variés, y compris par des polémistes, que je ne qualifie pas de journalistes. Il est porté par des politiciens, etc. Moi, je trouve que, globalement, le récit prédominant a été extrêmement vicieux et négatif ces dernières années et que c'est ça qui installe cette fracturation dont on a le sentiment que on ne pourra plus la résorber. Parce qu'on est dans une espèce de valorisation du récit de polarisation, que ce soit chez les médias ou que ce soit chez le politique. Chez les médias, vous voyez bien la démultiplication de chaînes exclusivement dédiées au discours de polarisation. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Mais chez le politique aussi, et à mon grand regret, y compris lorsque ce politique est reçu dans des médias plus traditionnels, plus classiques, y compris des médias publics, on a le sentiment que ne sont valorisées que les paroles qui, parce qu'elles sont exagérément violentes, belliqueuses, etc., vont pouvoir donner lieu à plus de reprises, à plus de clics, etc. Pour que tout cela ait un écho, il faut bien que ça réponde à quelque chose chez les citoyens. Non, mais je suis pas sûre. Moi, non, honnêtement, non. Vous savez, je suis pas en train de dire, attention, parce qu'après on transforme toujours mes propos. Je ne suis pas en train de dire que les citoyens sont des enfants, bien sûr. Mais tout à l'heure, on parlait de parentalité, de ce qu'on installe avec les enfants, etc. Alors, je précise qu'on en parlait hors antenne, parce que sinon, nos auditeurs vont se demander de quoi vous parlez. Mais non, mais on pourrait... je parlais aussi de mes propres parents. Oui.
Eh bien, je trouve que, en fait, vous voyez bien, en fonction que vous installez vos enfants dans un climat rasséréné, sécurisant, où vous leur dites la vérité, vous leur mentez pas, etc., vous voyez bien qu'ils vont peu à peu eux-mêmes développer des comportements, des attitudes qui correspondent à ce climat apaisé. Si, au contraire, vous êtes dans un climat toujours guerroyant, violent, menteur, avec des promesses qui ne sont pas tenues, bien sûr que vous en faites des individus qui ne croient plus en rien. Et ben, moi, j'ai un peu le sentiment parfois que c'est ce rapport-là, extrêmement vicié, qui est installé avec les citoyens par un certain nombre de politiciens et par un certain nombre de médias. Un rapport dans lequel, finalement, on les brosse dans le sens du poil quand il s'agit des trucs les plus dégueulasses, les plus populistes, l'anti-immigration, etc. Et en même temps, dans lequel on ne leur explique jamais les situations pour que d'eux-mêmes, ces citoyens, finalement, comprennent quelles pourraient être les solutions aux problèmes. Donc, j'ai envie de dire, mais traitons les citoyens comme des gens à la fois responsables, dignes de confiance, dignes de respect, tout simplement. Et je vous assure qu'on passera à un autre état d'esprit et un autre climat dans ce pays. Vous parliez de l'immigration à l'instant. Vous êtes depuis 2 ans la présidente de France Terre d'Asile, qui est une association qui vient en aide, essaye de favoriser l'accueil des migrants. Comment vous percevez l'intensité du débat sur cette question migratoire en France ? Malheureusement, c'est pas propre à la France, puisque vous avez vu les scores réalisés par l'AfD en Allemagne, par exemple. Mais c'est peut-être récemment. plus ancien en France. Oui, absolument. Moi, je pense que quand vous dites c'est plus ancien, vous avez raison, parce que justement, ce qui me frappait en Allemagne par comparaison, c'était de constater que dans les élections passées, par exemple l'élection qu'a remporté Olaf Scholz il y a quelques années, il n'était quasiment pas question d'immigration, etc. En fait, en France, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où, au-delà de l'existence du Front National et de ses propos caricaturaux et provocateurs, il y a un moment où une force républicaine, et ça a tout changé, s'est mise dans le discours public à mettre un signe égal entre les mots immigration et insécurité. Et ça, c'est Nicolas Sarkozy pour moi. Discours de Grenoble et d'autres choses à ce moment-là. Et donc, en fait, cette image-là s'est installée dans nos rétines collectives. Mais oui, au fait, c'est vrai, il y a quand même une évidente corrélation, causalité entre immigration et insécurité. Et finalement, elle guide, elle draine tous les débats autour de ce sujet depuis des années et des années. Vous savez, j'ai fait l'exercice récemment d'écouter et de regarder une chaîne comme CNews, par exemple, vraiment sur la durée, tous les matins, pendant un certain nombre de jours. Mais c'était fascinant. C'est-à-dire que, en fait, le moindre fait divers y était décortiqué pendant des heures et des heures, dès lors que l'auteur en était quelqu'un issu de l'immigration, un nom à consonance étrangère, donnant le sentiment que c'était exclusivement le cas des personnes d'origine étrangère, ce qui n'est absolument pas vrai. Quand vous regardez la réalité des chiffres, il y a des faits et des délits qui sont commis évidemment tous les jours et qui sont insupportables et qui doivent être condamnés, mais de la part de personnes de toutes origines ou de toute nationalité. Mais seules les personnes d'origine étrangère étaient racontées dans ce média-là. Et donc, en fait, c'est ça qui, au fur et à mesure, a installé l'idée que la gauche ne faisait pas suffisamment pour regarder en face cette réalité-là. Et quoi que les chercheurs venaient dire, eh bien, ça n'était plus entendu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que dans le champ républicain, on prenne le temps de poser quelques bases sur le débat migratoire, de faire en sorte qu'on rétablisse un certain nombre de digues qui ont complètement sauté. Le droit d'asile doit être absolument défendu. Le droit d'asile, c'est pas la même chose que la migration de travail ou même familiale, etc. Le droit d'asile, c'est des personnes qui sont persécutées
persécutés dans leur pays et qui, pour sauver leur Oui, peau... ce sont des textes dans des conventions Voilà. internationales. Oui. Et nous sommes tenus par une convention internationale, la convention de Genève, et donc accueillir ces pauvres airs et les accueillir dans de bonnes conditions en ne les laissant pas dormir dans des tentes dans la rue, eh bien, c'est une responsabilité qui est la nôtre. Ensuite, qu'il y ait des politiques migratoires à côté de cela pour gérer notamment la migration d'emploi. Oui, nous en avons besoin. Il faut réguler beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui, comme nous ne régulons pas cela, comme finalement, nous ne permettons pas à des gens qui cherchent à travailler chez nous de venir par des voies normales, officielles de migration d'emploi, nous les incitons à prendre le chemin des demandeurs d'asile. Et ça, c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce sentiment d'être engorgé par un nombre trop important de gens qui ne viennent pas tout à fait pour les bonnes raisons, etc. Mais c'est parce que nous n'adoptons pas les bonnes lois s'agissant de la migration de travail. Or, la migration de travail, permettez-moi de le dire, nous en avons besoin. La preuve est que même dans les pays, par exemple, Madame Meloni en Italie ou en Grande-Bretagne, qui avait les discours les plus stricts à l'égard de l'immigration, Madame Meloni a dû accueillir finalement 400 000 nouvelles personnes de migration de travail sur son territoire parce que le pays en avait besoin. Et ça va être le cas partout en Europe. Donc autant organiser ça proprement. Merci d'être avec nous. Vous écoutez l'Atelier politique, émission réalisée par Mathias Golchani. Nous allons maintenant, Najat Vallaud-Belkacem, tenter de faire un peu de prospective, essayer d'imaginer la France demain. Et je parlais tout à l'heure des propos qu'a tenus Gérard Collomb lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur, ce scénario d'une France face à face qu'il avait évoqué. Il disait aujourd'hui, nous vivons côte à côte, on peut redouter demain de vivre face à face. Est-ce que ce scénario est inimaginable pour vous ? Je suis en train de lire, c'est marrant parce que ça me trouble un peu votre question, parce que je suis en train de lire un livre en ce moment. Alors, désolée, j'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais je vous le retrouverai. Qui raconte, c'est un livre prospectif en quelque sorte, de politique fiction, qui raconte une Amérique fracturée en deux, dans laquelle, en gros, la moitié des États seraient complètement démocrates et les autres complètement républicains. Avec une frontière désormais installée entre les deux parties, et donc les uns vivant avec l'interdiction de l'avortement, avec le retour de la peine de mort, etc. Et puis les autres, au contraire, avec une politique beaucoup plus progressiste. Donc, j'allais dire, vous savez, moi, j'accorde beaucoup de crédit aux romanciers qui, par des œuvres de prospective et de politique fiction, en réalité, nous plongent dans un futur complètement possible. Je crois que c'est tout à fait possible, y compris en Europe, y compris dans un pays comme le nôtre, de finir par arriver avec deux parties de la population qui ne se supportent plus. C'est malheureusement bien parti pour ça. C'est vraiment bien parti pour ça. Et c'est pour ça que c'est bizarre de faire le lien entre de la politique immédiate et puis la projection que vous me demandez. Mais c'est pour ça que j'en veux au président de la République de n'avoir pas tenu compte du Front républicain. Parce qu'en fait, aux dernières élections législatives, on était à minuit moins une de la plongée dans le chaos. Je sais que les gens ont la mémoire très très courte, mais on a vraiment pensé que le Rassemblement national était susceptible de prendre les manettes du pouvoir. On s'est vraiment projeté dans des ONG comme les nôtres, dans ce que ça allait donner concrètement. Alors donc du coup, la préférence nationale, donc ça nous imposera de sortir des hébergements d'urgence tous les gens qui ne sont pas en règle avec leurs papiers, donc combien d'enfants à la rue, etc. Enfin, je veux dire, voilà, on était plongé là-dedans, et c'est incroyable parce que du jour au lendemain, parce que on a réussi, grâce à ce Front républicain, à empêcher le Rassemblement national de gagner, tout le monde a oublié ça. Et tout le monde est reparti avec ses trucs. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire, en fait, non, on était à minuit moins une, on a gelé l'horloge, et à la prochaine dissolution, vraisemblablement sans doute en juin prochain, je pense que compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, le RN aura encore plus de chances de l'emporter. Et donc, évidemment que dans ce cas-là, vous avez deux France qui se feront face et qui seront irréconciliables. Et donc, il faut absolument tout faire pour empêcher cela. Puisqu'on est dans la prospective, si je vous demande si une femme sera ou aura été présidente de la République dans 10 ou 20 ans, ça peut vous renvoyer à ce que vous évoquez à l'instant. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un scénario que vous souhaitez, une femme présidente de la République, dans un avenir pas si lointain. Parce qu'évidemment, on pense à Marine Le Pen. C'est d'ailleurs pour ça que...
Je crois que vous m'avez rarement entendu réclamer à corps et à cri, vous voyez, que ce soit une femme, etc. Enfin, moi, à la limite, je préfère un homme qui défende les droits des femmes plutôt que vouloir absolument une femme au risque que ce soit quelqu'un de l'extrême droite. Non. Mais l'égalité homme-femme est un des grands combats de votre bien sûr, engagement politique. Est-ce que des choses importantes vous semblent restent à conquérir dans l'avenir en France? Alors, moi, je vous dirais que de façon très étrange, je trouve que ce qui reste à conquérir pour les femmes, c'est la liberté d'expression. Ah oui? Je m'explique. On a l'impression évidemment qu'on l'a, rien ne nous interdit de parler a priori, etc. Sauf que, en fait, moi, je suis frappée de voir la violence qui se déchaîne sur la parole des femmes. Et je ne suis pas sûre que, quand on est un homme, on s'en rende vraiment compte, si vous me permettez. Frappée de voir que, quel que soit le type de personnalité publique que vous êtes lorsque vous êtes une femme, c'est-à-dire pas simplement femme politique, ça peut être journaliste, ça peut être activiste, etc., mais vous vous en prenez, et quelles que soient les positions que vous défendez, vous vous en prenez mais plein la gueule systématiquement, à coup évidemment d'anonymat, de trolls sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias où on ne vous pardonne jamais rien, aussi aux yeux de l'opinion publique où on attend à chaque fois que vous puissiez trébucher comme s'il y avait une espèce de satisfaction intense à voir une femme trébucher. Je vous assure que ça n'a rien à voir avec l'expérience faite par les hommes. Et ça fait longtemps que je me dis ça. Mais vous pensez à des personnalités particulières quand vous dites ça? Je sais pas, moi, quand vous dites ça, je pense à Sandrine Rousseau, par exemple. Et là, vous allez me dire, mais est-ce qu'elle ne le cherche pas, etc. Non, je ne vais pas vous dire qu'elle ne le cherche pas. Je veux dire qu'elle est souvent dans des formules un peu provocatrices, provocatrices. Et que, bon, mais où est-ce que vous pensez, y compris à des personnalités qui seraient... moins clivantes. Oui, voilà, ce mot est... Moi, je pense... Je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples en politique, dans le monde des journalistes et dans le monde des activistes. En politique, par exemple, souvenez-vous quand Roselyne Bachelot est ministre de la Santé, pour prendre quelqu'un qui n'est pas du tout de mon camp, elle est ministre de la Santé, à ce moment-là, elle a géré l'épidémie du SRAS, vous vous souvenez, et du coup, elle commande des masques, etc., et des vaccins. Et elle se fait tomber dessus avec une brutalité. Et je vous assure que j'ai regardé avec précision, à travers le temps, les autres ministres de la Santé, les décisions qu'ils prenaient. Est-ce qu'on était tombé sur eux avec la même violence et avec le même type d'argument, c'est-à-dire, grosso modo, c'est quoi cette hérésie? Elle est folle ou elle a ses règles, etc., qui était hallucinante. C'est-à-dire qu'en fait, en voyant la violence qu'elle avait dû subir, qui était une violence politique venant de son opposition, etc., à ce moment-là, sur une décision, honnêtement, est-ce qu'on pouvait vraiment juger du fait qu'il en fallait tant de millions ou tant de millions? Voilà. Je me suis dit, décidément, c'est une illustration du fait que les femmes, en fait, sont toujours ramenées à leur essence à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de village Potemkin au début où on dit, oui, bien sûr, les femmes, c'est comme les hommes en politique, etc. Puis en fait, à chaque fois qu'il y a une petite crise, ça s'effrite et finalement, la vérité des prix revient. Et en fait, la vérité des prix, c'est qu'aux yeux d'énormément d'observateurs, les femmes sont en politique par effraction. Elles n'ont pas vraiment à être là. On les tolère lorsqu'elles ne font pas vraiment de bruit, qu'elles sourient sur la photo. Mais dès qu'elles commencent à prendre des décisions, oh là, mais vraiment, au lieu de se dire, en fait, c'est leur rôle institutionnel de ministre, c'est leur administration, etc. Non, c'est elles directement qui sont attaquées et violentées d'une certaine façon, sans commune mesure. Donc ça, c'est l'exemple en politique. Vous pouvez prendre l'exemple, vous vous souvenez cette journaliste qui a écrit... qui a écrit un documentaire, une journaliste sportive, je suis désolée, je suis un peu nulle avec les noms, mais elle se reconnaîtra, un documentaire qui s'appelait Toutes des salopes, qui racontait un petit peu la façon dont elle était perçue et dont les femmes journalistes sont perçues quand même encore aujourd'hui beaucoup dans les médias. Et puis, un troisième exemple chez les activistes,
Aujourd'hui, vous êtes une activiste femme et vous défendez que ce soit le féminisme ou que ce soit le climat, etc., des choses de façon un peu vocale. Vous prenez des menaces de mort, de viol, tous les jours sur les réseaux sociaux, jusqu'au moment où vous êtes à bout. Alors vous finissez par vous déconnecter, par vous retirer des réseaux, par arrêter d'aller dans les médias pour votre propre santé mentale. Et ce faisant, en fait, vous laissez la place aux autres. En fait, vous faites reculer la parole que vous portiez jusqu'à présent. Et c'est une terrible perte et un gâchis, j'allais dire, pour l'ensemble des voix féminines que de devoir à chaque fois s'arrêter parce que c'est trop violent. Il nous reste relativement peu de temps. Il faudrait qu'on parle un peu du monde, le monde maintenant. Et puisque vous avez aussi une histoire marocaine, on l'a évoqué, j'aimerais commencer par la récente prise de position du président français sur la question du Sahara occidental, que se disputent, je le rappelle, depuis des décennies le Maroc et l'Algérie. Dans un courrier qui a été adressé au roi du Maroc, Emmanuel Macron a de fait reconnu la souveraineté du Maroc sur ce territoire. Est-ce que ça vous a paru opportun ou est-ce que vous pensez que la France aurait peut-être dû conserver une position plus équilibrée ? Alors, à titre personnel, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne décision. Et en plus, une bonne décision qui venait aussi clôturer un chapitre qui était insupportable, au-delà de la question du Sahara, qui est vraiment celui des relations entre la France et le Maroc, qui s'était distendu, dégradé depuis quelques années maintenant, et on le doit beaucoup à Emmanuel Macron, je crois, de façon incompréhensible. Je veux dire, il n'y avait pas de raison de distendre ces relations-là, qui sont extrêmement précieuses. Je pense que les deux pays, en fait, ont tout pour être, au contraire, pas simplement des amis, et je le dis pas simplement par double culture, mais surtout des alliés objectifs. Parce que la France joue et doit jouer un rôle en Europe qui est un rôle de leadership extrêmement important pour porter un certain nombre de combats, y compris pour la paix, contre la guerre en Ukraine, pour le développement, etc. Mais de son côté, le Maroc joue le même type de rôle et doit jouer le même type de rôle en Afrique. Et en réalité, le Maroc est en train de prendre des positions qui sont celles-là de leadership en Afrique. Et donc, du coup, c'est quand même complètement ubuesque que ces deux pays n'arrivaient pas à s'entendre et à travailler de concert dans le sens des intérêts des deux continents. L'hypothèse que ça crée des tensions entre les communautés algériennes et marocaines en France est peu probable. Oh non, enfin en tout cas moi je les constate pas. Non, je pense qu'il faut laisser dans les pays respectifs ce genre de tension ou de confrontation, mais ici non, je n'en ai pas constaté. Nous arrivons presque au terme de cette émission et je voudrais qu'on termine. On a parlé des droits des femmes, vous avez fait un long développement sur la question de la liberté d'expression. Qui reste à conquérir encore, avez-vous dit, en France. Mais je voudrais qu'on élargisse cette question au monde et peut-être en imaginant là aussi un peu le futur. Comment vous voyez évoluer les droits des femmes ? Parce que beaucoup de progrès ont été faits dans de nombreuses régions du monde à cet égard. Mais on observe aussi dans certaines régions, dans certains pays, la tendance inverse. Évidemment, quand je dis ça, je pense en particulier à ce qui se passe en Afghanistan, où les droits des femmes sont... je ne sais même pas quel mot employer. Enfin, c'est-à-dire que ce concept n'existe même pas. En fait, hein, voilà. C'est effrayant. Le sort qui leur est réservé est effrayant. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pouvez vous représenter, par je ne sais quelle action ou par quel miracle, un monde débarrassé de cet obscurantisme ? Je pense que notre droit international, moi, j'ai beaucoup de crédit à l'égard du droit international, parce que sinon, je ne vois pas ce qui régit finalement les relations entre les nations ou les règles communes. Donc, je trouve que notre droit international devrait davantage se préoccuper de sujets qui sont cruellement absents pour le moment. Je pense que, tout à l'heure, on évoquait la question des migrations internationales. Je pense qu'il nous manque, alors vous allez me dire, oui, on a un office des migrations internationales, etc., ou un UNHCR pour ce qui est des réfugiés, mais il nous manque quand même un texte régissant les migrations internationales.
la façon dont elles peuvent être profitables au pays d'accueil sur un plan économique, comment les accompagner s'agissant du pays de provenance, etc. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans le droit international et qui mériteraient de l'être. Et bien, de la même façon, s'agissant des droits des femmes, je trouve que nous manquons d'un véritable grand texte qui soit la charte, en fait, de défense des droits des femmes. Aujourd'hui, nous sommes cruellement dépourvus, impuissants face à ce qui se passe en Afghanistan. Moi, les larmes m'en montent aux yeux. Je ne sais plus quoi faire. Je fais partie des gens qui ont alerté, qui ont écrit des tribunes. Avec France Terre d'Asile, nous avons y compris mobilisé toute une démarche avec beaucoup de gens pour faire en sorte que le gouvernement français soit plus accueillant et facilitateur lorsque les femmes afghanes réussissent par miracle à quitter leur pays et demandent l'asile pour rejoindre l'Europe. Voilà, nous avons poussé beaucoup de choses. Les talibans qui sont au pouvoir aujourd'hui, lorsqu'ils y sont arrivés, ont fait l'objet d'une forme, peut-être que le mot est excessif, mais d'une forme de relative bienveillance, une forme de mansuétude. On leur a fait le crédit de s'être sans doute un peu amendé, d'être un peu devenu plus modéré. Il n'en est rien, et c'est même plutôt pire qu'avant. Oui, non, mais ça, c'est le récit. Je ne suis pas sûre que dans la réalité des relations économiques, diplomatiques, etc., ils aient bénéficié d'une bienveillance, en revanche, de la part de nos pays. En revanche, pour revenir à votre question, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser. C'est-à-dire que quand on a affaire à des tyrans, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que rompre toute relation, finalement, au préjudice de la population qui est déjà la victime de ces tyrans. C'est un peu comme quand les gens me disent « Oh là là, dans les pays corrompus, on devrait cesser de verser de l'aide publique au développement ». Sauf que qui seront les victimes, les doubles, les triples victimes de ce surplus de pauvreté que tout cela occasionnera? Toujours les mêmes qui sont déjà les victimes des tyrans. Donc, en fait, c'est compliqué de trouver la voie diplomatique, mais c'est pour ça qu'il faut y réfléchir de façon multilatérale et pas bilatérale. C'est là où je voulais en venir. C'est que je trouve qu'en fait, c'est pas à l'échelle d'un pays qu'on va, même un pays comme le nôtre, qu'on va trouver une solution pour savoir comment résoudre les problèmes des femmes afghanes. Vraiment, parce qu'on a terminé, mais et la question du droit d'ingérence, dont avait beaucoup parlé en son temps Bernard Kouchner, est-ce qu'on pourrait l'invoquer? Est-ce que ça devrait pouvoir être invoqué pour venir en aide à ces femmes en Afghanistan? Franchement, dans l'absolu? Non, mais il faudrait une longue conversation là-dessus parce que le problème. Sur un vaste sujet. Non, mais vous voyez bien avec ce qu'il en est, par exemple, du retrait forcé de nos troupes du Mali, du Burkina Faso, etc., que tout ce qui est perçu comme de l'ingérence, à la fin, ça vous provoque aussi beaucoup de conséquences encore plus négatives. Donc, voilà, c'est une situation qui est aujourd'hui inextricable et, à mon avis, le seul endroit où il puisse y avoir un début de réponse, c'est à une échelle internationale, sous l'égide de l'ONU, un texte qui soit adopté, qui permette en effet de trouver des voies de protection ou alors permettant de quitter le pays à ces femmes qui le souhaitent. Merci Najat Vallaud-Belkacem d'être passée à l'atelier politique. Cette émission est à retrouver sur le site internet de RFI et sur l'application Pure Radio. Bonne soirée, à la semaine prochaine.